Assez rapidement en fait, les meubles face à moi qui commencent à valser, à tourner, j'ai mal à la tête, j'ai des sortes de bourdonnements dans les oreilles. Et à partir de là, le blackout, je me rappelle de rien, je retombe. Il possède ces 7 heures. Et c'est ça que ces violeurs qui passent par la soumission chimique ont de particulier. La finalité, c'est pas l'acte sexuel. La finalité, c'est la possession. Ce 8 février 2006, on a un rendez-vous de travail dans son bureau à Bordeaux à 17h, comme à peu près à chaque fois. Mon travail à ce moment-là, c'était de lui présenter des artistes que je connaissais de mon réseau pour voir si on allait pouvoir travailler avec eux, les exposer. Il m'avait proposé en fait de profiter de ce rendez-vous pour fêter mon anniversaire avec une bouteille de champagne. Et il me dit, on pourra aussi aller visiter une galerie qui s'est ouverte à Bordeaux il n'y a pas très longtemps. Quand j'arrive au rendez-vous, donc à 17h, je lui demande si on va voir cette galerie. Et puis finalement, il n'a pas l'air très intéressé à ce moment-là pour y aller. Ça m'a surprise. Ok, donc on parle boulot rapidement. Et puis très vite, il me propose de m'installer dans la partie un petit peu plus salon, lounge de son local à Bordeaux. Je me rappelle qu'après la coupe de champagne, je regarde l'heure, il était presque 19h et j'avais dit à mon chéri que j'allais rentrer et qu'on dînera ensemble ce soir. Et donc je dis à mon employeur que voilà, je dois partir, merci. Et là, il se met à insister très lourdement pour m'offrir un cocktail. Il insiste beaucoup et il me dit des choses un peu invraisemblables aujourd'hui. Il me dit mais quand on aura notre galerie d'art et qu'il y aura des vernissages, il faudra que tu acceptes avec plaisir les verres, ça fait partie du métier. Donc voilà, moi, il me dit j'ai une spécialité, je te fais mon cocktail, ça me fait plaisir, tu peux pas le refuser, et puis après je te laisse partir et tu rentres à la maison. Et je le vois passer derrière une sorte de kitchenette qu'il a à son bureau. Et derrière le comptoir, il sort le shaker et il me tend le cocktail. Je bois un premier verre, Il me dit, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je dis, je sais pas. On va jouer à un jeu. Tu dois trouver tous les ingrédients qu'il y a dans mon cocktail. Parce que c'est ma spécialité et que j'y mets quelque chose de spécial. Et donc, en fait, il essaye de trouver cette solution-là pour que je boive et je reboive et je finisse le verre. Parce qu'il voit bien que j'ai juste envie de partir, en fait. Et au bout d'un moment, assez rapidement, en fait, j'ai cette scène où j'ai les meubles face à moi qui commencent à valser, à tourner. J'ai mal à la tête, j'ai des sortes de bourdonnements dans les oreilles. Qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, je ne peux pas faire un malaise maintenant devant mon employeur. Mais je commence, il me dit ça va, t'as un souci? Je dis oui, je suis désolée, je crois que je fais un malaise, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et là, le bourdonnement prend des proportions vraiment incroyables. Et il se lève du fauteuil où il est assis à côté de moi et il se place devant moi. Et c'est un rugbyman basque, donc vraiment une carrure assez imposante. Là, je sens la panique. Et je me souviens avoir voulu regarder la porte et avoir voulu partir. Et à partir de là, le blackout, je me rappelle de rien, je retombe. Et plus rien. Je suis réveillée à 5h30 à peu près du matin par mon téléphone qui sonne. C'est mon copain qui m'appelle. Je vois autour de moi une chambre que je ne connais pas. Je suis nue avec seulement un t-shirt blanc qui ne m'appartient pas. Et il me demande si j'ai bien dormi. Et je le repousse, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'est quoi? Et il se lève énervé et je vois qu'il est aussi en t-shirt blanc et qu'il est nu. Je lui pose 1000 questions et ça le saoule. Et il me dit, mais rien, il ne s'est rien passé, on n'a pas couché ensemble, si c'est ça que tu veux dire. On a passé la nuit à trop boire pour fêter ton anniversaire, tu te rappelles pas? Il me dit. Je dis non, je me rappelle d'un verre ou deux, mais là je me rappelle pas qu'on ait bu comme ça, enfin pas du tout. Et en colère, il se dirige vers un tas au sol visiblement un drap blanc. Et il y avait effectivement du vomi dessus. Je me dis, mais si c'est vraiment passé ça, que j'ai vomi devant lui, enfin c'est la honte quoi. Et je lui dis, mais où sont mes vêtements? Et il me dit, tes vêtements sont posés au pied du lit, au carré. Donc je me rhabille très vite, je lui redemande s'il s'est passé quelque chose. Il me dit, non, il ne s'est rien passé, on a trop bu. Je rentre chez moi à pied, donc j'ai 20 minutes de marche. Et en marchant, je réalise que j'ai une croûte de sang au visage qui me fait mal.
Et je me refais un petit peu le film de tout ce qu'il m'a expliqué au réveil. Quand on est bu au point de vomir, je trouve que là, à 5h30 du matin, j'ai les idées claires. J'ai pas la gueule de bois. Et puis je repense à ce paquet de vêtements pliés au carré. Et déjà de base, c'est pas mon habitude de partir me coucher en pliant au carré mes vêtements. Et d'autant plus si on est complètement bourré, comme il le dit. Mais je suis pas encore à ce moment-là capable de réaliser ce qu'il a pu me faire. C'est juste tellement impossible que ça ne se présente pas dans ma tête. C'est en rentrant, et c'est mon chéri qui, quand il voit J'étais couverte de bleu et j'avais des blessures sur le corps. En prenant ma douche, je vois tout ça. Et c'est lui qui me dit, il t'a violée. Il t'a violé, ce connard. Et je dis non, c'est pas possible. Et après, il faut du temps. Et c'est ça le problème, c'est que comme il y a cette amnésie due aux médicaments, on se retrouve face au vide, face au néant, face à l'absence de souvenirs. Et quand on connaît aussi bien la personne que moi je pensais la connaître. Et les jours sont longs parce que alors là, il est impossible pour moi de dormir. Et lorsque j'appelle la police, le gars au standard me dit « Mais pourquoi vous appelez ?» Je dis « Parce que j'ai peut-être été violée, mais en fait j'en sais rien. Je me rappelle pas, mais je voudrais porter plainte, mais sans donner le nom de mon agresseur parce que c'est mon employeur. » Et il me répond à nouveau « Mais bon, vous avez l'air complètement paumée, mademoiselle. Et rappelez-nous parce que là votre histoire elle est un peu bizarre. Rappelez plus tard. » Je l'écoute en me disant « Bon, peut-être qu'il a raison, peut-être non fatigue, peut-être qu'on était juste bourrés finalement. » Et ça n'est que 5 jours après, enfin 4 jours et demi, que je vais finalement porter plainte pour viol. Alors là, tout s'enclenche très vite. Elle me dit, maintenant vous allez avoir un avocat. Et elle me dit, il va falloir aller immédiatement au COVA. Et là, s'enclenche tout un tas d'examens gynécologiques. Et voilà, cette femme au COVA me mesure toutes les ecchymoses que j'ai, toutes les blessures que j'ai, les croûtes de sang, elle énumère tout, me fait faire des prises de sang. Analyse d'urine et elle finit par me dire et maintenant on va prélever des cheveux. Donc là je comprends pas évidemment et elle m'explique que là le cheveu est sain et que dans 3 mois on allait refaire un prélèvement et que ce n'est que dans 3 mois que je saurai si j'ai absorbé une drogue ou une substance. C'est ce qu'on appelle l'analyse séquentielle du cheveu. Dans le sang et les urines elle m'explique qu'il est trop tard. J'ai attendu trop longtemps. 3 mois après, quand dans mes cheveux, ils ont retrouvé, daté au soir des faits, une dose excessive de Stilnox, donc un somnifère lourd. Une dose tellement élevée que j'aurais pu en mourir et que certainement, si j'ai bien vomi cette nuit-là, c'est ce qui m'a sauvée, c'est-à-dire que mon corps a expulsé. Et à partir de là, toute la procédure judiciaire s'enclenche, perquisition chez lui, etc. Mes vêtements qui ont été analysés, on a retrouvé son ADN, mais sur la face intérieure de mes sous-vêtements. Et je n'ai appris que 5 ans après qu'on avait aussi son ADN à l'intérieur de mon corps. Je n'ai connu cet élément pourtant plus qu'important, puisqu'il prouve le viol. Là, on était en agression sexuelle. Que 5 ans après, quand j'ai changé d'avocate. Double peine pour moi. Et effectivement, durant les 6 années de procédure, ça a été 6 années d'enfer. Il a utilisé tous les arguments possibles et imaginables pour dire que tout ça, c'était ma faute, que j'avais menti. En France, le dernier décompte annuel du Centre de référence sur les agressions facilitées par les substances fait état de 1229 signalements suspects de soumission chimique, dont peu aboutissent à un procès. Comment s'est déroulé le vôtre? Quel a été le verdict? Première instance au tribunal de Bordeaux, donc pour agression sexuelle. Il est condamné à 6 ans, ferme. On sort du tribunal pour le délibérer. Et quand on rentre, on revient dans le tribunal, il a disparu. Et donc là, je comprends qu'il a fui. Il est en cavale. Le lendemain, il fait la une du Sud-Ouest, recherche d'un condamné. Il sera retrouvé 10 jours après à Paris. Il fait appel. Et en appel, il prend 3 ans avec sursis. Visiblement, ça n'a que peu d'importance pour la justice qu'il ait fui. Mais quand même, c'était une vraie victoire qui est une condamnation, bien que uniquement pour une agression sexuelle, pas pour un viol. J'espère que la justice française va évoluer sur ce type d'affaires et j'espère que les victimes seront mieux prises en charge. C'est l'enfer d'attendre. Et puis après, les dépressions, de la boulimie, anorexie pendant plusieurs années, beaucoup de psychologues, beaucoup de psychothérapeutes pour faire face à tout ça. Il possède ces 7 heures.
Moi, je ne sais toujours pas comment j'étais trimballée d'un bâtiment à un autre. Je ne sais pas s'il était seul, ce qu'il a fait de moi, quoi. D'être traité à ce point comme un objet mort, comme un corps mort, comme un rien. Et c'est ça que ces violeurs qui passent par la soumission chimique ont de particulier. La finalité, c'est pas l'acte sexuel. La finalité, c'est la possession. C'est sûr qu'il y a 19 ans, j'avais jamais entendu parler de ce type d'agression, de ce processus. On entendait parler un peu du GHB, mais c'est utilisé que à 5% des cas de soumission chimique. Le reste, c'est des médicaments qu'on peut trouver dans les pharmacies, dans les boîtes à pharmacie familiales. Le drame, c'est que c'est très facile de s'en procurer. Grâce à Gisèle Pellicot, au fait qu'elle ait refusé le huis clos, les médias se sont enfin intéressés à ce type d'affaires et elle a prouvé au monde entier qu'il n'y avait pas à avoir honte. C'est vrai qu'on se traîne cette culpabilité. D'un point de vue des victimes, il faut qu'elles sachent que si elles ont des doutes, un lendemain, un réveil, l'absence de souvenirs de ce qui s'est passé, des sensations étranges dans le corps, il faut qu'elles sachent qu'il n'y a pas de temps à perdre, qu'il faut aller en parler ou à des médecins ou à la justice, qu'il y a moyen de prouver qu'il y a eu agression. Et c'est aussi très important que les coupables sachent enfin qu'ils peuvent être condamnés. Et aujourd'hui, après toutes ces années, comment allez-vous ? Aujourd'hui, je vais plutôt très bien. Je crois que de toute cette histoire en est sorti quelque chose d'assez fabuleux et fascinant à la fois. J'ai eu la chance de changer de vie assez rapidement, comme une bouée de secours qui s'est offerte à moi. Et je suis devenue danseuse de cabaret à l'Ange Bleu. Mon nom de scène, c'est Betty Crispy. Et ça a permis de remettre mon corps en vie, de donner du sens à... J'ai créé en 2015 une école de danse à Bordeaux qui s'appelle l'ABC, l'Académie Burlesque au Cabaret, et qui permet aux femmes de se reconnecter à leur féminité par le biais de la danse, des danses en talons, et de redanser, de se mettre en paillettes, en plumes. Ça les renvoie à leur propre féminité, à leur complexe, ça permet certainement de soigner des plaies, de panser des plaies. Et la danse a réveillé ce corps-là et m'a reconnectée à cette passion de l'enfance aussi, que je partageais avec ma famille, avec ma maman. Mais ça a été très long après, d'un point de vue personnel, pour se reconstruire, pour refaire confiance dans l'intimité à un homme. Oui, parce que je me suis séparée de mon ex-compagnon peu de temps après ce qui m'est arrivé. C'était insurmontable à deux. Et depuis, c'est toujours... J'ai mis mon travail au centre de ma vie, en fait. Peut-être un peu comme une protection. C'est comme ça que je vis aujourd'hui.